Bonjour à tous. Donc, nous sommes rendus dans le membre supérieur. Donc, on va commencer avec l'épaule, puis ensuite, on va descendre vers la main. Donc, pour commencer, on tombe dans l'épaule, puis le creux axillaire, donc l'aisselle. Donc, voilà. Donc, un peu comme dans les autres parties, on va avoir un plan de cours qui est un petit peu similaire. Donc, ostéologie, mouvement, articulation, musculature, neurovasculaire. Donc, le membre supérieur, c'est le levier pour la main, donc qui nous permet l'appréhension et la manipulation. C'est des mouvements fins et détaillés, puis ça a été anciennement impliqué dans la locomotion. Donc, c'est des structures qui sont similaires aux membres inférieurs, mais avec des modifications qui permettent le levier de la main. Donc, on va avoir une augmentation qui est très considérable en mobilité aux dépens de la stabilité qu'on a dans les membres inférieurs. Donc, pour ce qui est de l'ostéologie, ce qu'on va regarder, c'est la ceinture pectorale, donc l'omoplate et la clavicule, puis la partie supérieure de l'humérus. Donc, on va commencer avec l'omoplate. Donc, à l'omoplate ou scapula, c'est une autre façon de le dire, c'est la même chose. Donc, l'omoplate va avoir un corps qui est plat avec un col et une tête. Donc, on va retrouver trois bordures, donc la bordure supérieure, la bordure médiale et latérale. Ça ressemble un peu à un triangle, hein, fait que c'est pour ça qu'on a que trois bordures. Puis, on va avoir l'échancrure coracoïde à la bordure supérieure. On va retrouver trois angles, donc l'angle supérieur, l'angle inférieur et l'angle latéral. L'angle latéral va être, dans le fond, le col et la tête. Donc, c'est pas vraiment un angle aussi défini que les deux autres. Puis, la tête va avoir une cavité en latéral qu'on va appeler glénoïde pour l'articulation avec l'humérus. Puis, on va retrouver un tubercule supraglénoïdien au-dessus de cette cavité-là, puis un tubercule infraglénoïdien en dessous de cette cavité-là. Donc, on va aussi retrouver l'apophyse coracoïde qui va projeter en antérieur à partir du col et ça peut être palpé. Donc, si vous venez juste sous votre clavicule ici, donc si on vient vers l'épaule, donc sous la clavicule, on va retrouver une espèce de petite affaire dure là. Donc, on va avoir notre tête de l'humérus qu'on peut bouger à côté, mais on va avoir cette petite tête-là qui est là. Donc, c'est la projection antérieure qui est l'apophyse coracoïde. Donc, l'omoplate va aussi avoir une surface antérieure qui va être concave, donc la surface qui va être proche des côtes. Puis on va appeler ça la fosse subscapulaire. Puis la surface postérieure va être convexe. Donc, le 4/5e médial va être divisé par une épine. Donc, l'épine, c'est ce qu'on peut sentir si on vient de toucher notre omoplate. On sent comme une espèce de ligne osseuse. Donc, c'est l'épine. Donc, cette épine-là va créer la fosse sus-épineuse ou supra-épineuse, qui est en haut, et la fosse sous-épineuse ou infra-épineuse. En latéral, on va retrouver l'échancrure spinoglénoïdienne qui va connecter les deux fosses. Ouh, j'ai la misère à parler. La partie de l'épine qui va être attachée à la surface postérieure du corps va être appelée la racine. Puis l'épine va projeter en latéral pour former l'acromion. Donc l'épine, là, si vous la suivez ici, en latéral, plus elle va se ramener vers l'épaule. La partie qui va être ici, on va l'appeler acromion. C'est celle-là qui va venir s'articuler avec la clavicule. Puis la partie médiale de l'acromion, bon, on va avoir une articulation avec la clavicule. Donc ici, on voit l'omoplate. Donc si on regarde ici en postérieur, donc encore là, mon pointeur ne fonctionne pas. Donc l'image qui est la plus à gauche. Donc on peut voir qu'on a l'épine derrière qui crée nos deux fosses, donc supra-épineuse, infra-épineuse. Entre les deux, ça serait l'échancrure spinoglénoïdienne. Donc ça, c'est la surface postérieure de notre omoplate. En bas complètement, on a l'angle inférieur. En haut complètement, on a l'angle supérieur. L'angle latéral qui serait au niveau de la tête et du col qui est en latéral. Au niveau de l'épine, on voit que la partie qui va décoller ici, c'est l'acromion. Si on vient à l'image qui est à droite, donc qui est la surface antérieure, on voit l'acromion encore là. On voit l'échancrure coracoïde qui est sur la bordure supérieure, qui est juste à côté de la projection coracoïde. Donc, l'apophyse coracoïde ici qui vient projeter. Puis, on voit très bien la tête qui aurait la fosse glénoïdienne. En haut, on aurait le tubercule glénoïdien. En dessous, on aurait le tubercule infraglénoïdien. Puis, on a la fosse subscapulaire qui est là. Je vous dirais, là, on a le plan supérieur qui peut être intéressant pour voir le col
comme il faut l'acromion, l'apophyse coracoïde. Puis, si on veut voir le plan externe, donc si on regarde, c'est comme si on regardait mon épaule comme ça, là, fait que comme si on regardait quelqu'un de côté, puis qu'on enlève l'humérus, on verrait ça. Donc, on a la fosse clénédienne qui est intéressante. Ensuite, on a la clavicule. Donc, qu'est-ce que la clavicule fait? Ça garde la scapula collée au thorax. Ça va aussi garder la scapula et le bras un peu plus loin du corps. Donc, faut pas qu'on ait le bras comme tout pogné. Puis, c'est un os long qui est cylindrique. Ça va avoir une forme de S. Puis, la moitié médiale va être convexe en antérieur, donc pour faire la place à la cage thoracique. Donc, la partie médiale, c'est celle qui est ici. Puis, la partie latérale va être concave en antérieur, donc pour que la surface articulaire de l'acromion fasse face en latéral. Donc, on peut la sentir là, si vous la palpez. Donc, elle va venir sortir en médial, puis après ça, elle va venir rentrer en latéral. L'extrémité médiale va s'articuler avec le sternum, tandis que l'extrémité latérale, ça va être avec l'acromion. Puis, la clavicule va avoir une limite antérieure et une limite postérieure. Donc, la surface supérieure va être lisse. La surface inférieure va avoir des empreintes pour les ligaments costo-claviculaires près de l'extrémité médiale. Elle va avoir un sillon pour le muscle subclavier au milieu, puis avoir un tubercule conéide et une ligne trapézoïde près de l'extrémité latérale pour des ligaments. Puis avoir une fracture fréquente aux 2/3 médial et au tiers latéral. Donc ici, on peut voir la clavicule. Donc sur la face supérieure, c'est assez lisse. On a les deux extrémités qui sont articulées. Puis si on regarde en dessous, on a la ligne trapézoïde, le tubercule conéide, qui sont à la face, en fait, qui sont du côté latéral de la face inférieure. On a le sillon subclavier pour le muscle subclavier. Puis on a l'empreinte du ligament costoclaviculaire qui est plus en médial. Donc, on a vu la ceinture pectorale. Maintenant, on va regarder tout ce qui est la partie supérieure de l'humérus. Donc, l'humérus peut être comparable à notre fémur dans le membre inférieur. Pardon. Donc, ça va être l'os long du bras. Il va avoir une diaphyse. Puis, la partie supérieure, on va trouver une tête. Donc, la tête, ça va être la surface articulaire médiale de l'épaule. Donc, on va y retrouver une petite tubérosité ou le tubercule mineur en antérieur. Il va y avoir une crête de la petite tubérosité qui va descendre le long de la surface antérieure de l'humérus. Ça va former la lèvre médiale de la gouttière bicipitale. Puis, on va aussi retrouver la grosse tubérosité ou le tubercule majeur en latéral. Puis, ça va avoir la crête de la grosse tubérosité qui va descendre le long de la surface antérieure de l'humérus, qui va former la lèvre latérale de la gouttière bicipitale. Gouttière bicipitale, où est-ce qu'on retrouve le biceps? Donc, je vous dirais, là, ça, c'est quelque chose qu'on peut sentir assez bien ici, là, l'espèce de rondeur qu'on trouve, là, du tendon du biceps. Puis, la gouttière serait les deux parties qui sont autour, qui forment cet espace-là. Après ça, sur la partie supérieure de l'humérus, on va aussi retrouver, comme je viens de dire, la gouttière bicipitale, aussi appelée le sillon intertuberculaire. On va retrouver un col anatomique et un col chirurgical. Donc, le col anatomique va être entre la tête et les tubérosités, tandis que le col chirurgical va être sous les tubérosités. Le col chirurgical, c'est là que les fractures sont les plus fréquentes. On va aussi retrouver la tubérosité deltoïdienne sur la surface latérale du corps, environ mi-distance entre les extrémités supérieures et inférieures de l'humérus. Donc, ici, on voit en bleu, on aurait la tête. En mauve, le col anatomique. Puis, le col chirurgical serait en dessous de nos tubérosités. Donc, juste ici, il est quand même indiqué. Après ça, on a le tubercule mineur, tubercule majeur, qui vont former avec leurs crêtes respectives le sillon intertuberculaire entre les deux. Puis, sur le côté, on aurait la tubérosité deltoïdienne qui est en latéral, donc l'insertion du deltoïde. Pour tout ce mouvement, c'est le mouvement de l'humérus à l'articulation gléno-humérale, donc de la glénoïde et de l'humérus. Donc, c'est des mouvements et angulaires et rotationnels. Donc, un mouvement angulaire, c'est l'extrémité proximale de l'os qui fait une rotation autour d'un axe perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'os lui-même. Donc, si on parle de l'humérus, l'axe longitudinal de l'os, c'est le corps. Puis, l'extrémité proximale va faire une rotation autour d'un axe qui est perpendiculaire. Donc, c'est quand même assez facile. C'est quand même facile à visualiser.
Puis sinon, pour tout ce qui est rotationnel, ça va être l'os qui va faire une rotation autour de son axe longitudinal de lui-même. Donc, les mouvements angulaires qu'on va retrouver. Flexion, extension, abduction, adduction. Donc, flexion, ça va être une rotation de l'extrémité proximale de l'humérus autour d'un axe médial latéral. Donc, un axe qui est comme ça, là, si on regarde moi-même. Puis, l'extrémité distale va bouger en antérieur, comme ça. L'extension, ça va être sur le même axe, mais l'extrémité distale va bouger en postérieur. Pour ce qui est de l'abduction, la rotation de l'extrémité proximale va être autour d'un axe antérieur-postérieur, donc comme ça. Puis l'extrémité distale va bouger en latéral, comme ça, en s'éloignant du milieu pour l'abduction, puis en se rapprochant du milieu pour l'adduction. Donc ici, on a les mouvements. Donc la flexion, l'extension, l'abduction et l'adduction. On va aussi retrouver pour le bras ce qui est des adductions et abductions horizontales. Fait que dans ces cas-là, ça va être que l'humérus est déjà à 90 degrés. Donc, on est déjà ici comme ça. Donc, il va y avoir une rotation qui va être sur l'axe supérieur-inférieur. Puis, l'extrémité distale va bouger en médial pour de l'adduction. Puis, en distal, l'extrémité distale va aller en latéral pour de l'abduction. Donc, adduction, abduction horizontale. Donc ici, on peut le voir. Donc ça, c'est une des particularités de notre épaule aussi, là. Pour ce qui est du rotationnel, donc on a soit la rotation externe ou latérale ou la rotation médiale ou interne. Donc ça va être la rotation de l'humérus autour d'un axe supérieur-inférieur, donc comme c'est ici. Donc la surface antérieure va bouger en latéral pour de la rotation latérale en s'éloignant du milieu dans le plan transverse. Donc, une rotation qui est du bras. Si on prend le pouce là, qui est au milieu, là, normalement, le pouce va s'en aller vers le corps pour une rotation médiale ou vers l'extérieur pour une rotation latérale. Donc ici, on le voit avec le bras à 90 degrés d'abduction. Donc, rotation externe qui va aller vers l'extérieur, rotation interne qui va aller vers l'intérieur. Donc, l'articulation gléno-humérale, elle a l'air de quoi? Donc, c'est une articulation synoviale de type sphéroïde. Donc, elle est entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïdale de la scapula. Donc, là, il y a seulement un tiers de la surface articulaire de la tête qui est en contact avec la cavité glénoïde. Fait que la stabilité va être sacrifiée pour augmenter la mobilité, comme je vous le disais un peu précédemment. Puis, la cavité glénoïdale va être entourée d'un anneau cartilagineux qu'on appelle le labrum ou le bonnet glénoïdien. Ça va rendre la cavité plus profonde. On peut le comparer encore là au labrum de la hanche, ménisque du genou. Donc, analogue à l'articulation acétabulum fémorale, comme on avait vu, comme je vous mentionnais juste là. Ce qu'on va retrouver, c'est une capsule articulaire fibreuse qui va s'insérer sur le col de l'humérus et la cavité glénoïdale. Elle va être renforcée en supérieur par le ligament coraco-huméral qui va prévenir la dislocation supérieure, donc qui part de l'apophyse coracoïde jusqu'à l'humérus. Puis, ça va être séparé de la capsule, donc ça va être extrinsèque. Elle va être renforcée en antérieur par les ligaments gléno-huméraux supérieurs, moyens et inférieurs qui vont prévenir la dislocation antérieure. Des ligaments qui sont quand même assez faibles, donc on s'entend, on entend souvent ça, des gens qui se disloquent ou qui se luxent une épaule. Donc, c'est ces ligaments-là qui vont être déficients dans ces cas-là. Puis la capsule va être aussi renforcée par les attachements musculaires des tendons de la courbe des rotateurs. Elle est très faible et lousse en inférieur. Donc, il y a encore là une possibilité accrue de dislocation inférieure. Donc, ici, on peut voir tout ce qui est capsule articulaire. Donc, on a notre capsule articulaire, notre ligament coraco-huméral qui est devant. On aurait le ligament gléno-huméral supérieur, moyen, inférieur. Puis là, on n'a pas tout ce qui est musculaire, par contre. Donc, si on a une capsule articulaire, on a aussi une membrane synoviale. Donc, elle va être continue avec la capsule, puis va couvrir les parties non articulaires de l'os, donc le col de l'humérus. Elle va communiquer avec la bourse sous-scapulaire en antérieur par des ouvertures retrouvées dans la capsule entre les ligaments gléno-huméraux. Donc, cette bourse-là va se trouver en postérieur du tendon du sous-scapulaire, puis une bursite peut mener à l'inflammation dégénérative de l'articulation. Elle va aussi communiquer avec la gaine synoviale intertuberculaire pour le tendon du biceps. Donc,
une grosse bourse, donc une grosse membrane synoviale, pardon, juste là. Donc, elle recouvre vraiment tout ce qui est la capsule articulaire. Puis la bourse, elle, serait ici. Donc, la bourse subscapulaire. On trouve aussi une bourse synoviale qu'on appelle subracromio-deltoïdienne. Donc, ça va être entre l'acromion et le ligament coraco-acromial en supérieur, puis le tendon du sus-épineux en inférieur. Donc, sus-épineux ou supraépineux. En latéral, la bourse va être entre le deltoïde en supérieur et le tendon du supraépineux en inférieur. Puis, il y a des dépôts de calcium dans le supraépineux avec l'âge. Ça peut créer beaucoup d'irritation dans cette bourse-là parce qu'il va être au pourtour de la. Donc, on la voit ici. Donc, c'est une bourse qui va être sous l'acromion, va venir sous le deltoïde ici, puis le tendon du supraépineux va venir passer dans cette région-ci pour venir s'attacher au tubercule majeur, pardon, juste ici. Donc, on a parlé des mouvements de la glenohumérale. Maintenant, on va regarder les mouvements de la scapula. Donc, à ce qu'on appelle l'articulation scapulo-thoracique, donc les mouvements de la scapula par rapport au thorax. Donc, on a l'élévation, qui est l'élévation des épaules. Donc, la scapula va bouger en supérieur à la partie latérale de la clavicule dans un plan frontal. Donc, l'extrémité distale de la clavicule aussi va bouger en supérieur. Puis, l'extrémité proximale de la clavicule va faire une rotation autour de l'axe antéro-postérieur à la sternoclaviculaire. Après ça, on a le contraire, donc la dépression. Donc, on descend nos épaules. Donc, la scapula va bouger en inférieur à la partie latérale de la clavicule. L'extrémité distale de la clavicule aussi va bouger en inférieur. Puis, l'extrémité proximale va faire une rotation autour de l'axe AP de la sternoclaviculaire. Ensuite, on a aussi protraction et rétraction. Donc, protraction, qui est comme de l'abduction, ça va être de bouger les épaules vers l'avant. Donc, la scapula va bouger en antérieur à l'extrémité latérale de la clavicule dans le plan transverse. Donc, l'extrémité distale de la clavicule aussi va aller en antérieur. Donc, les omoplates derrière vont faire ça. Puis, la partie proximale de la clavicule va faire une rotation autour de l'axe supéro-inférieur à la sternoclaviculaire. Et la limite vertébrale de la scapula s'éloigne de la colonne. Comme je vous dis, ils font ça derrière. Puis la rétraction, c'est le contraire. Donc, on va venir coller les omoplates derrière le plus possible. Donc, l'extrémité distale de la clavicule aussi va bouger en postérieur. Puis la partie proximale de la clavicule va faire une rotation autour de l'axe supérieur-inférieur à la sternoclaviculaire. Puis la limite vertébrale de la scapula se rapproche de la colonne. Donc ici, on a les mouvements. Donc, en premier, élévation, dépression. Après ça, on a abduction, abduction. Puis, on va avoir les rotations qu'on va voir juste ensuite. Donc, on a les rotations supérieures et inférieures. Donc, rotation supérieure, la scapula va faire une rotation autour d'un axe antéro-postérieur au centre de la scapula, juste un petit peu en bas de l'épine. Puis, en rotation supérieure, la cavité glénoïdale va devenir de plus en plus supérieure et l'axe de la scapula va bouger en latéral. Pour ce qui est de la rotation inférieure, la cavité glénoïdale va devenir de plus en plus inférieure, puis l'angle inférieur de la scapula va bouger en médial dans le plan front. Donc, si on regarde ça ici, rotation supérieure, c'est vraiment la glénoïdale qui vient en supérieur. Rotation inférieure, c'est la glénoïdale qui vient en inférieur. Donc, l'articulation scapulo-thoracique, c'est une articulation fonctionnelle entre la surface profonde de la scapula puis la cage thoracique. C'est que la scapula va bouger en relatif à la cage thoracique. Il n'y a pas de contact osseux, sauf par la clavicule, puis la scapula va être gardée en place par de la musculation. Ensuite, ce qu'on retrouve, c'est l'acromioclaviculaire. Donc, c'est le seul lien entre la scapula, et le thorax. Donc, ça va être une articulation synoviale de type plane. Ça va être entre l'acromion et l'extrémité latérale de la clavicule. Donc, les mouvements à l'extrémité latérale de la clavicule en supérieur, inférieur, antérieur et postérieur. Elle peut aussi faire une rotation sur son propre axe. Il y a une capsule faible. Puis, on va retrouver le ligament coraco-claviculaire qui est très fort. Puis, il va prévenir le déplacement médial de la scapula. Il est extrinsèque.
Il est formé par le ligament conoïde et le ligament trapézoïde. Donc, si vous vous souvenez, quand on parlait de la clavicule tantôt, c'est un tubercule puis une ligne qu'on retrouve sous la clavicule. Donc, ici, on voit le ligament trapézoïde puis le ligament conoïde. Puis, on a aussi le ligament acromioclaviculaire qui recouvre tout simplement l'articulation. Ensuite, on va trouver aussi l'articulation sternoclaviculaire. Donc, ça va être entre l'extrémité médiale de la clavicule et le sternum, puis le premier cartilage costal. Donc, ça va être une articulation de type plane encore là, puis il va y avoir deux cavités synoviales qui vont être séparées par un disque articulaire. Donc, le disque articulaire va être attaché à la bordure supérieure de l'extrémité médiale de la clavicule, donc en haut, à la jonction du sternum et le cartilage costal en inférieur. Ça va prévenir le déplacement supérieur. Donc, supérieur, on s'entend là, supérieur et médial de la clavicule. On ne veut pas que ça s'en aille dans notre gorge. Le disque articulaire va permettre les mouvements supérieurs, inférieurs, antérieurs, postérieurs et rotationnels. Puis, les ligaments sternoclaviculaires, on va en avoir en antérieur et en postérieur, vont prévenir les déplacements supérieurs et latéraux de la clavicule. On va aussi avoir le ligament costoclaviculaire, qu'on avait vu aussi, là, on avait une empreinte pour lui en dessous de la clavicule. Il va prévenir le déplacement supérieur et latéral de la clavicule. Puis on a le ligament interclaviculaire qui prévient le déplacement latéral de la clavicule. Il va être entre nos deux clavicules. Donc vraiment, il va aller d'un bord à l'autre. Donc on les voit quand même très bien ici. Ligament costoclaviculaire qui est en dessous en vert. On a le ligament sternoclaviculaire. Puis on a le ligament interclaviculaire qui est jaune. Donc, maintenant, on a vu les mouvements simples. On peut maintenant regarder les mouvements combinés de la scapula, du tronc et de l'humérus. Donc, si on fait de l'élévation de notre bras en flexion ou en abduction. Quand on parle d'élévation, on parle de tout ce qui va aller en haut de 90 degrés. Donc, c'est l'abduction ou la flexion. Donc, le bras va être élevé dans toute l'amplitude articulaire à partir du côté du corps jusqu'au-dessus de la tête. Donc, de 0 à 180 degrés. L'utilisation de l'articulation glénomérale, scapulothoracique, acromioclaviculaire et sternoclaviculaire va être faite. Donc, toutes les articulations vont être mises à profit. On va créer, dans ce cas-là, le rythme scapulo-huméral. Donc, durant les premiers 60 degrés de la flexion ou de l'abduction, la majorité du mouvement va être à l'articulation glénomérale. Donc, c'est vraiment l'épaule elle-même qui bouge. De 60 à 170 degrés, pour chaque 3 mouvements de degrés, il y en a 2 à la glénomérale, 1 à la scapulothoracique. Donc, la scapula va bouger à partir de 60 degrés vers le haut. Puis, les 10 derniers degrés vont être effectués par la flexion contralatérale du tronc. Donc, on s'entend flexion latérale du tronc, comme ça. Contralatérale, ça veut dire opposé. Donc, si je lève mon bras ici, il va y avoir une flexion du côté opposé pour aller chercher nos derniers 10 degrés. Donc, ici, ça vous donne une idée de tous les degrés qui vont être faits et à la gléno-humérale versus à la scapulothoracique. Maintenant, on a vu l'ossature, on a vu leur mouvement, on a vu même la capsule articulaire. On va regarder la musculature qui est intrinsèque à la ceinture pectorale. Donc, ça va être des muscles qui vont être rattachés à notre scapula, à notre clavicule, puis à notre humérus. Donc, pour commencer, on a le deltoïde. Donc, il va être formé comme la lettre grecque delta. Donc, je vous ai mis le petit, un petit triangle. Donc, son origine, ça va être à la limite inférieure du tiers latéral de la clavicule, la limite latérale de l'acromion, puis la limite inférieure de l'épine de la scapula. Il va venir s'insérer sur la tubérosité deltoïdienne de la surface latérale du corps de l'humérus, innervé par le nerf axillaire. Donc, il y a 3 parties, qui sont innervées par des parties différentes du nerf, puis ça peut agir comme 3 muscles séparés. Donc, les actions qu'on va avoir, ça va être l'abduction du bras par la partie moyenne, donc qui va être plus au milieu, l'adduction du bras par la partie antérieure et postérieure, la rotation médiale du bras par l'antérieur, la rotation latérale du bras par la postérieure, la flexion du bras par l'antérieur, l'extension du bras par la postérieure, l'adduction horizontale par la partie antérieure et l'abduction horizontale par la partie postérieure. Donc, on s'entend, il fait pas mal tous les mouvements du bras, dépendamment de quelle partie qui est recrutée. Donc, si on a le deltoïde, on s'entend,
quand même assez gros, c'est tout le pourtour de l'épaule. Donc, c'est pour ça qu'il peut contribuer à tous les mouvements, ou presque. Ensuite, on a la courbe des rotateurs. Donc, courbe des rotateurs, un muscle qu'on entend parler très, très, très souvent. Donc, c'est un tendon qui va fusionner avec la capsule de l'épaule. Puis, on va avoir 4 muscles qui vont originer de la scapula. Donc, ils seront pas dans l'épaule, ils vont être vraiment dans notre scapula, mais ils vont venir s'attacher au niveau de la capsule. Donc, on a le sous-épineux ou l'infra-épineux. Donc, c'est le muscle qui se retrouve au-dessus de l'épine de la scapula. Donc, son origine va être la fosse supraépineuse de la surface postérieure de la scapula. Il va venir s'insérer à la facette supérieure du grand tubercule de l'humérus, innervé par le nerf suprascapulaire. Ça va permettre de l'abduction du bras, puis de maintenir la tête humérale dans la cavité glénoïdienne durant les mouvements. Donc, on le voit ici. Petit muscle très important, passe par-dessus la bourse subacromio-deltoïdienne. Donc, c'est de lui qu'on parlait tout à l'heure. Ensuite, on a le sous-épineux ou l'infra-épineux. Donc, il se retrouve en inférieur à l'épine. Donc, son origine va être dans la fosse infraépineuse de la surface postérieure de la scapula. Il va venir s'insérer à la facette moyenne du grand tubercule de l'humérus. Innervé par le nerf suprascapulaire, va permettre la rotation latérale du bras, puis encore là, va maintenir la tête humérale dans la cavité pendant le mouvement.